Aujourd'hui, j'avais envie de parler simplement, sans visuel tapageur, sans montage frénétique. Juste vous et moi. Quelques pensées qui s'entrelacent, des digressions peut-être. J'ai envie de voir si une idée dénuée de mise en scène peut résonner en vous malgré tout. C'est aussi une manière de me détacher des codes que je me suis imposés sur cette chaîne. Parce qu'il faut l'avouer, ces vidéos longues, minutieusement travaillées, sont un gouffre de temps et d'énergie. Et parfois, le résultat final ne se hisse pas à la hauteur de mes attentes. Ça fait partie du jeu, on passe des heures à bâtir quelque chose et parfois l'algorithme est indifférent. Il peut tout balayer d'un revers de la main. Mais ce soir, j'ai juste envie de parler tranquillement. Et voir si vous pouvez écouter sans chercher une surstimulation constante. Non pas que je vous en veuille, loin de là, c'est plutôt moi que je blâme d'avoir tant habitué vos esprits à une surenchère sensorielle. J'ai toujours pensé qu'une idée se devait d'être magnifiée par la forme pour mieux atteindre les cœurs. Mais peut-être que, parfois, la forme s'efface pour laisser parler l'essence brute. Alors voilà, j'ai récemment regardé un épisode de Rick et Morty qui m'a marqué. Une réflexion sur la peur de l'amour, et par extension la peur du bonheur. La voici. Quoi, il a peur de l'amour? Tout le monde a peur de l'amour, petit con. On apprend ça dans sa vingtaine. Il n'y a que quelques rares et très puissants êtres qui sont effrayés par le bonheur. C'est débile. Tu es débile, c'est pour ça que tu n'as pas peur d'être heureux. Plus on est intelligent, plus on se méfie. Le bonheur est un piège cruel. Il ne peut pas durer pour toujours. Même si tu rencontres l'amour de ta vie, il y aura forcément une fin un jour. C'est inévitable. Que ce soit dû à une longue et douloureuse maladie ou à une chute brutale sur un sentier de randonnée, que ce soit à cause de la corrosion de vos deux personnalités qui évoluent jusqu'à ne plus être compatibles, ou encore un inconnu dans un bar qui susurre exactement les bons mots pour charmer cette personne pile le bonsoir. En conclusion, le bonheur a toujours une fin. Le meilleur scénario, si on y réfléchit bien, ce serait de mourir pile quand ça s'arrête. Ça craint. Je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas moi oui. Le bonheur est une sensation assez fugace. C'est une montée d'émotions qui finit toujours par s'estomper. Peu importe son intensité, il nous échappe inévitablement. Et ce n'est pas un accident, ce n'est pas un problème moral ou philosophique, c'est juste une question de biologie. Notre cerveau n'est pas câblé pour un état de bonheur permanent. Il fonctionne selon un principe simple, la survie d'abord, le plaisir ensuite. Un être humain constamment heureux, qui est satisfait de son sort, détendu, insouciant, n'aurait eu aucun intérêt évolutif. Il n'aurait pas cherché à améliorer son quotidien, il n'aurait pas ressenti le besoin de fuir les dangers, d'accumuler des ressources ou encore de s'adapter aux menaces. Il aurait juste été éliminé par la sélection naturelle. Et le cerveau humain, il est programmé pour toujours vouloir plus, pour ne jamais être complètement satisfait. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'adaptation hédonique. Vous savez, c'est comme une espèce de régulation du bonheur, quand on obtient quelque chose qui nous rend heureux. Si vous avez par exemple réalisé un rêve, vous avez eu une promotion, une nouvelle relation, une somme d'argent. En fait, notre niveau de satisfaction va monter en flèche, mais au bout de quelques semaines ou mois, on va s'y habituer. C'est l'excitation initiale qui s'estompe. Et ce qui nous paraissait extraordinaire, ça devient la nouvelle norme. Alors on repart en quête d'un nouveau frisson, d'un nouvel objectif. Bon, dans ce principe, il y a quand même une hormone qui apparaît, c'est la dopamine. Et en fait, son vrai rôle, c'est de générer de l'anticipation et du désir. C'est elle qui va nous fournir la motivation pour accomplir ce qui pourrait nous satisfaire. Et une fois que l'objectif a été atteint, elle redescend rapidement. Et ça nous laisse sur notre faim. Et c'est pour ça que le bonheur, ce n'est jamais une destination en soi. C'est un état toujours transitoire. Nous le poursuivons tout le temps sans relâche, mais chaque moment de joie, il est voué à s'effacer au profit du suivant. Et l'amour, ça fonctionne exactement de la même manière. Il y a toujours cette passion, l'euphorie qui est au maximum, toujours entretenue par un cocktail de neurotransmetteurs, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, des hormones qui vont nous donner une sensation d'attachement profond, de manque lorsque l'autre sera absent, et bien sûr d'exaltation lorsqu'il sera là. Biologiquement, le cerveau ne peut pas maintenir un niveau aussi intense de stimulation sur le long terme. Après quelques mois, cette phase de passion va s'atténuer pour laisser place à quelque chose de plus stable. En fait, c'est pour tout le monde pareil. Quand on sent que cette phase de passion s'atténue, c'est toujours à ce moment-là que l'illusion de la fin de l'amour surgit. Beaucoup de gens croient que lorsque la passion s'efface, ça signifie que le sentiment disparaît. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est plus une question d'évolution. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à croire que le vrai amour, c'est celui qui fait vibrer en permanence, celui qui ressemble au film. À ce moment-là, on se dit « je suis peut-être plus amoureux finalement. Si je ne ressens plus ce frisson, est-ce que c'est la fin ?» Là encore, c'est notre cerveau qui nous piège, en nous faisant croire que le bonheur que nous avons déjà est insuffisant, qu'il existe quelque part une autre version encore plus intense et encore plus vibrante. Et c'est précisément cette peur-là qui nous amène à fuir le bonheur au lieu de le savourer.
Rick, dans la série, il est très cynique. Vraiment, c'est le cynisme absolu. Il a compris que tout est impermanent, que l'amour est fragile et que rien ne dure. Et donc, au lieu de s'attacher, il préfère tout saboter. Il va se convaincre à chaque fois qu'il ne ressent rien. Il ne pourra jamais être blessé. Mais en général, c'est souvent comme ça quand les personnages ont une mission à accomplir, une espèce de destin à réaliser. Il y a toujours ce sentiment de ne pas vouloir s'attacher pour essayer de se protéger, puisque finalement, tout peut s'effondrer à un moment. Il y a un film qui me vient aussi en tête, Léon de Luc Besson. Brièvement, en gros, il rencontre une petite fille qui s'appelle Mathilda. Et au début, quand il la rencontre, il veut pas forcément se lier d'amitié avec elle. Il veut pas avoir de lien, pour justement éviter de s'attacher. Parce que le gars, en fait, je vous ai pas dit, mais c'est un tueur à gages. Mais bref, je vous laisse aller voir le film, il est très cool. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces histoires, elles ont en commun une peur profonde de l'impermanence. C'est vraiment un truc qui nous hante tous. Est-ce qu'il faut aimer, sachant que l'amour finira toujours par s'éteindre ? Ça m'a encore plus frappé quand j'ai repensé à un message que m'avait envoyé un abonné sur Instagram. D'ailleurs, je les lis tous, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, je fais au mieux. Et cet abonné, il m'a demandé « Avoir une connaissance comme ça sur la réalité du monde, est-ce que ça ne te donne pas envie de mourir ? Ça doit être dur à assumer, non ?» Je vois ce qu'il veut dire. Comprendre le monde, décortiquer ses mécanismes, voir à quel point tout est fragile, absurde parfois, est-ce que ça ne gâche pas tout ? Est-ce que ça n'ôte pas le goût des choses ? Et effectivement, ce truc-là, à un moment donné, on se pose la question. Je l'ai moi-même déjà ressenti, comme beaucoup d'autres avant moi. Quand on met un pied dans la lucidité, on ne peut plus vraiment reculer. Et là, quelque chose s'emboîte. Le personnage dans Rick et Morty parle de la peur de perdre ce qui rend heureux, et mon abonné, lui, parle d'une autre angoisse, celle d'avoir conscience de cette fatalité. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que mon abonné pense que c'est la découverte des concepts philosophiques et l'apprentissage en général qui conduit à ce sentiment. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que c'est avant tout l'éveil de la lucidité, à travers des questionnements introspectifs sur nous-mêmes et sur le monde, qui nous pousse à chercher des réponses. Et cet éveil-là ne nécessite pas forcément de connaissances préalables issues de livres ou d'autres outils intellectuels. C'est justement cette quête de compréhension qui nous amène vers la philosophie et l'étude de ces concepts, dans l'espoir de donner un sens à notre mal-être intrinsèque. Mais là où je le rejoins, c'est que vouloir trouver des réponses à nos souffrances, à nos questionnements sur le monde, à vouloir chercher un sens, ça nous permet d'avoir de nouvelles perspectives, mais que ces nouvelles perspectives ouvrent d'autres portes qui contiennent de nouvelles souffrances qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Si je regarde en arrière, si j'essaie de comprendre ce qui m'a poussé sur la voie de l'apprentissage, c'est sans doute cette douleur. Je crois que c'est toujours elle qui ouvre les premières portes. À un moment donné, on se retrouve face à une souffrance qu'on ne sait pas expliquer. Alors on cherche. Pourquoi je ressens ça ? Pourquoi la vie est-elle ainsi faite ? Comment éviter la prochaine chute ? On se lance dans un voyage et on est persuadé qu'une fois la douleur comprise, elle cessera. Spoiler alerte, non. Mais est-ce que ça me donne envie de mourir pour autant ? Absolument pas. On pense qu'en mettant des mots sur nos douleurs, en analysant le monde, en le déconstruisant, on finira par trouver un apaisement. Mais à mesure que l'on avance, quelque chose d'inattendu se produit. La certitude que nous cherchions s'effrite. Elle est remplacée par un réseau de paradoxes, parce que chaque réponse soulève 10 nouvelles questions. Plus on comprend, et plus on voit la complexité et l'absurde du réel. C'est là que la connaissance peut devenir un fardeau. Pas parce qu'elle est mauvaise en soi, mais parce qu'elle n'offre jamais de fin à l'incertitude. C'est pas pour autant que j'ai envie de mourir. Et ça, c'est le problème le plus sérieux de la philosophie que Camus a pu soulever dans ses réflexions. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard dans le podcast. Après, il y a toujours eu cette idée de génie maudit, de l'intellectuel torturé qui souffre de voir le monde tel qu'il est. C'est même presque devenu une croyance collective. Plus on est intelligent, plus on est lucide de sa condition, et plus on est condamné à la mélancolie, à la souffrance. D'ailleurs, si je devais reprendre Schopenhauer, plus on est conscient, plus on est désespéré. Et on retrouve ce sentiment dans beaucoup de personnages de fiction et d'auteurs célèbres, que j'ai d'ailleurs déjà évoqué dans plusieurs vidéos. J'ai vu récemment le film qui retrace la vie de Van Gogh, et lui c'est un parfait exemple. Il est consumé par son art et il est rongé par la folie. Il est tellement sensible au monde et aux émotions qu'il l'exprime à travers ses peintures et ses lettres. Il perçoit avec tellement d'intensité l'insondable et la beauté et la souffrance de l'existence. Sa lucidité à lui, elle n'est pas forcément traduite par son intellect,
c'est plus par sa capacité à ressentir profondément la détresse humaine ou l'impermanence des choses. Je pourrais parler aussi de Nietzsche et de Kafka, mais j'ai pas envie d'aller trop loin et de me perdre dans la réflexion principale. C'est uniquement pour que vous compreniez l'idée. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai traitée sur le fait que la conscience humaine est peut-être une erreur de l'évolution. Je reprends le discours de Ruskell dans True Detective et du fait d'être trop conscient de nous-mêmes. Mais alors, pourquoi on associe la lucidité et la souffrance ? Tout simplement parce que comprendre le monde en profondeur, ça signifie aussi voir ses dysfonctionnements, son absurdité. Un esprit qui fonctionne sans filtre et qui capte tout, qui va tout remettre en question, eh bien, il ne peut pas ignorer la cruauté des choses. Il voit l'éphémère dans chaque instant, la fragilité derrière chaque relation, l'arbitraire des règles que nous suivons sans les questionner. D'où le rapprochement fait par le monologue du personnage dans Rick et Morty, car une perception trop aiguë de la réalité peut engendrer une appréhension face à l'idée même du bonheur. Et le fait de petit à petit comprendre certaines choses, eh bien, ça amène souvent à une période de repli. Le savoir crée souvent une distance avec les autres. Non pas parce qu'il rend supérieur, mais parce qu'il modifie notre façon de voir et de ressentir. Plus on devient lucide sur la nature humaine, plus on remarque les automatismes, les mensonges qu'on se raconte pour survivre. Et parfois, ça crée aussi une sensation d'isolement. On n'est plus vraiment aligné avec la vie des autres, avec la vie qu'on avait avec nos anciens amis. Et c'est très frustrant de parler avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que nous, surtout si ce quelqu'un était une personne très chère à notre cœur. On veut partager ce qu'on a compris, mais comment transmettre une lucidité qui ne peut être acquise que par l'expérience ? C'est là où certains se replient sur eux-mêmes. Ils pensent que personne ne peut vraiment les comprendre, ou pire, que personne ne veut voir ce qu'ils voient. Et cette solitude intellectuelle, elle peut mener à deux attitudes. Premièrement, le rejet du monde, on va commencer à se couper des autres et on va cultiver une certaine forme de cynisme. Et deuxièmement, la transmission. On va vouloir partager, chercher à éveiller, à guider ceux qui veulent comprendre. Et bien souvent, on passe pour l'illuminé de service. On est perçu comme dérangeant, comme quelqu'un qui n'est pas à sa place. Ce qui est vraiment déstabilisant dans le fait de commencer à être lucide sur la condition humaine, c'est qu'il n'y a aucune certitude absolue. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus on sait, plus on réalise qu'on ne sait rien. On commence à faire une découverte et ça remet en question les précédentes. En fait, la lucidité, elle agrandit simplement le champ des questions. C'est pour ça que certaines personnes préfèrent fermer les yeux et se réfugient dans la simplicité d'un monde structuré, avec des croyances rassurantes. Elles se protègent de l'incertitude. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à croire simplement, qui ne peuvent pas ignorer l'absurde, que reste-t-il ? Le problème, ce n'est pas tant la lucidité en elle-même, mais plus notre manière de l'affronter. Vous vous rappelez, tout à l'heure j'ai parlé de Camus. Et celui-ci dit qu'il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est de mettre fin à ses jours. Et là-dessus, il ne cherche pas à choquer, il pointe juste une vérité. Si tout est absurde, pourquoi on continue de vivre finalement ? Pour comprendre un petit peu mieux cette philosophie, je vais essayer de résumer les aspects de l'absurde que Camus a évoqués. En fait, nous, humains, on cherche instinctivement du sens dans tout ce que nous faisons. On veut croire que nos actions ont une finalité et que la souffrance a toujours une explication, que l'univers suit une espèce d'ordre logique. Mais Camus, il constate que le monde ne répond pas à ses attentes. Il est complètement indifférent, il est chaotique. Et tout ça, c'est incompréhensible. C'est là que naît l'absurde, quand on prend conscience du décalage entre notre besoin de sens et un monde qui n'en offre aucun. Ça, c'est expliqué dans le livre Le mythe de Sisyphe qu'il a écrit, et je vous conseille grandement d'aller le lire. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Quel chemin s'offre à nous ? Lui, il voit 3 possibilités. Soit on se voile la face et on préfère s'accrocher à des croyances rassurantes, ou soit on abandonne, on tombe dans la mélancolie, ou on choisit de ne plus vivre. Ça, c'est les 2 solutions un peu faciles que beaucoup de gens font, mais moi, je vous conseillerais de suivre la 3e, qui est de se révolter et d'embrasser pleinement l'absurde. C'est la solution que propose Camus d'ailleurs. Autrement dit, une fois qu'on a compris que le monde est absurde, soit on s'effondre, soit on décide de continuer malgré tout. Et c'est ici qu'on va rejoindre la question centrale du bonheur. Parce que si voir le monde tel qu'il est nous plonge dans l'angoisse, alors peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi on souffre, mais plus pourquoi avons-nous si peur d'être heureux. C'est à partir de maintenant qu'on va retrouver un petit peu le sujet principal que la série Rick et Morty nous a développé, avoir peur du bonheur. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé un mot, la kérophobie, tout simplement la peur du bonheur. Je ne dirais pas que je suis kérophobe, mais je sais que j'ai cette tendance étrange à le redouter, voire même à le saboter.
comme si une partie de moi refusait de s'abandonner pleinement à une joie sincère, comme si, quelque part, le bonheur était un piège qui finirait inévitablement par se refermer. Mais d'où vient cette peur ? Pourquoi certaines personnes conscientes de la beauté du bonheur préfèrent-elles le fuir plutôt que de vivre pleinement ? Il y a un phénomène assez paradoxal dans la nature humaine, c'est que tout le monde veut être heureux, mais tout le monde ne s'autorise pas à l'être. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont sur le point d'atteindre une forme de bonheur, ressentent une peur irrationnelle et sabotent inconsciemment ce qu'elles ont construit. Elles provoquent des disputes inutiles, elles prennent des décisions qui vont à l'encontre de leur propre bien-être. Elles s'éloignent même des situations qui pourraient les rendre heureuses. Mais pourquoi ? Le cerveau, il aime tellement la routine et les choses qu'il connaît qu'il préfère rester dans son malheur routinier que d'expérimenter une joie qui pourrait disparaître brutalement. Ça, c'est l'anxiété ou la peur de l'inconnu. Il y a aussi l'anticipation de la perte, avec les personnes qui préfèrent couper court à une relation, ou une opportunité qui pourrait les rendre heureux. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur ou l'autosabotage qui rentre en compte. Est-ce que je mérite vraiment ce bonheur ? Ça, en général, c'est souvent les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Le bonheur devient presque illégitime pour eux. Mais du coup, c'est un cercle vicieux, parce que plus on anticipe la chute, plus on refuse de s'engager dans ce qui pourrait nous rendre heureux. On est biologiquement fait pour rechercher le bonheur, mais aussi pour ne jamais nous y installer complètement. Et c'est ça qui crée ce paradoxe. On aspire au bonheur, mais on a aussi peur de nous y abandonner, de craindre qu'il ne disparaisse trop vite. Dans cette peur du bonheur, j'y vois la peur de l'attachement, et l'amour en particulier. C'est l'un des plus grands vecteurs de bonheur, mais aussi de souffrance. Parce qu'aimer, c'est prendre un risque, c'est se rendre vulnérable. Certaines personnes refusent inconsciemment de s'attacher parce qu'elles anticipent déjà la douleur du manque. Elles préfèrent se priver d'une belle histoire plutôt que de subir la souffrance d'un amour qui finit. Mais ça touche pas que l'amour, ça touche aussi tous nos rêves qu'on a peur de poursuivre. La série Rick et Morty en parle à sa manière. Plus on comprend, plus on anticipe la chute, plus on s'en protège. Et à force d'anticiper, on finit par ne plus s'investir du tout. Là est tout le paradoxe de la lucidité face au bonheur. Nous nous empêchons de vivre. Nous nous privons des expériences qui pourraient nous enrichir, non pas parce qu'elles sont inaccessibles, mais parce que nous avons peur de leur impermanence. Nous avons tendance à croire que si nous contrôlons notre attachement aux choses, nous pourrons éviter d'être blessés. En fait, on pense qu'en gardant notre distance et en anticipant le malheur, ça va nous préserver de la douleur. Mais c'est absolument pas le cas. Anticiper n'empêche pas la souffrance. Ça la transforme juste en un état permanent. Au lieu d'être touché ponctuellement par la perte, on vit simplement dans une anxiété continue. On ne vit pas pleinement ce qui nous arrive, car on est tout simplement déjà obsédé par la fin du moment présent. Il y a des gens qui peuvent passer un super moment, j'en fais partie, ils vont penser au moment qui va bientôt se terminer. Et juste cette petite anticipation, elle peut suffire à briser l'instant. Et dans certains cas, rendre la personne triste alors qu'elle pourrait profiter. Et ça, c'est comme le bonheur. On a tellement peur de le perdre qu'on refuse inconsciemment de nous y abandonner. Et le contrôle de l'anticipation, finalement, c'est juste une illusion. Ça finit par se retourner contre nous. Mais vous allez me dire aussi, il y a des gens lucides qui embrassent pleinement leur bonheur. Oui, exact, mais parce qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel. Si le bonheur il était éternel, il perdrait sa valeur. Il faut du contraste. Sans obscurité, la lumière n'a pas d'éclat. Si tu manges ton plat préféré tous les jours sans variation, ok, les premières fois, ça serait super, une explosion de plaisir, tout ça. Mais au bout d'un certain temps, ton cerveau il s'y habituerait. Le goût deviendrait fade et t'aurais plus du tout d'excitation. Bon, j'en connais qui me diront non, moi ça me dérange pas de manger mon plat préféré tous les jours. Je pense que forcément, à un moment donné, vous seriez dégoûté. Et c'est ce qui explique l'adaptation hédonique que j'ai pu citer précédemment. Nous nous habituons à tout, et ce qui nous semblait extraordinaire devient normal. On oppose aussi souvent le bonheur et la souffrance, comme si l'un excluait l'autre, comme si l'état idéal de l'être humain était de ne ressentir que du bien-être. En fait, non, ces deux expériences, elles sont complémentaires, elles sont pas opposées. Sans souffrance, nous ne pourrions même pas identifier ce qu'est le bonheur. C'est parce que nous connaissons le froid qu'on peut savourer le soleil. C'est parce que nous avons connu la solitude que nous apprécions les moments de connexion avec les autres. C'est parce que nous avons traversé des échecs que nous ressentons la joie des réussites. Le contraste, c'est ce qui donne de la valeur à chaque expérience. La souffrance est une condition nécessaire pour que le bonheur existe. En fait, il faut juste accepter l'inévitable. C'est à ce moment-là que je vous invite à aller voir ma vidéo sur le stoïcisme. Le bonheur ne vient pas de l'évitement de la souffrance, mais de l'acceptation que la souffrance fait partie du jeu. Et pour aller plus loin, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais la manière dont nous le percevons. Un stoïcien ne cherche pas à éliminer la douleur, il la met en perspective. Il sait que les difficultés sont inévitables.
Et plutôt que de les redouter, il choisit de les traverser sereinement. Je peux aussi évoquer Nietzsche avec la mort fati, aimer son destin avec tout ce que cela comporte, les joies et les peines. Pareil, je ferai une vidéo dédiée là-dessus, mais en attendant, je pourrais parler de ça en disant qu'il faut pas simplement accepter la souffrance, il faudrait carrément l'aimer. Bon, bien sûr avec de la nuance, soyez pas maso. En fait, le bonheur, ça doit être un sous-produit d'une vie pleinement vécue, avec tout ce que ça implique. Les moments d'euphorie, les instants de doute, les réussites éclatantes, les échecs, les amours passionnés, les chagrins déchirants. Il faut absolument tout embrasser. Nietzsche aurait aussi fait figure de l'intellectuel torturé, solitaire, juste parce qu'il a écrit Dieu est mort et qu'il s'inquiétait du nihilisme et de la perte de repères qu'allait connaître l'Occident, alors que ce gars-là était beaucoup plus enthousiaste qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, la mort fati le prouve assez bien. Par rapport à Nietzsche, la lucidité ne rend pas triste, elle permet juste de façonner notre vie avec une intensité démultipliée. Camus aussi aurait pu tomber dans le pessimisme. Mais pareil, il a parlé de révolte, de dignité, de se dresser face à l'univers qui n'a pas de sens. Dire que le bonheur est une illusion et que la lucidité c'est une malédiction, en fait ce ne sont juste que des jugements qui ne font qu'effleurer ce qu'implique réellement le fait d'être lucide. Être lucide, ce n'est pas s'enfermer dans la mélancolie. On peut constater l'injustice, l'impermanence de toute chose, sans pour autant s'enchaîner à une posture désespérée. Au contraire. Quand on sait que tout peut s'achever du jour au lendemain, on apprend à mieux aimer, à mieux savourer. En fait, l'idée que l'intelligence mène au malheur, c'est assez séduisant en apparence. Ça donne une espèce d'impression d'avoir percé un grand secret, comme si voir le monde tel qu'il est imposait forcément une souffrance perpétuelle. Mais je pense que c'est plutôt un raccourci intellectuel. Il suffit d'observer différentes philosophies pour se rendre compte que la lucidité, elle peut s'enraciner dans des perspectives très variées, et elle ne débouche pas nécessairement sur la désespérance. J'aurais pu également parler de Schopenhauer, mais je pense que ça fait beaucoup pour un seul podcast. Et aussi que j'aimerais bien lui dédier une vidéo. Finalement, je crois que l'exemple le plus parlant reste celui de Rick, ce vieux savant dont l'esprit englobe l'univers tout entier et qui pourtant ne cesse de fuir dans le cynisme. Rick a tout compris, mais ça le hante. Il préfère tout saboter, plutôt que de s'attacher et de risquer la moindre blessure. C'est comme s'il avait scellé son cœur derrière un rempart de lucidité, de crainte qu'une seule fissure laisse s'engouffrer la douleur. Paradoxalement, c'est cette même carapace qui le ronge, comme une plaie jamais refermée. Et si on y réfléchit, c'est un choix désespéré autant que logique. Il voit bien que tout meurt, que tout se brise, que l'amour a une date de péremption inscrite quelque part dans les replis du temps, alors il préfère tuer le sentiment dans l'œuf, pour ne pas en souffrir plus tard. Mais, ironie du sort, cette stratégie l'isole et l'épuise. Rien n'est plus pesant qu'une vie sans abandon. Vous savez, ce petit vertige qui nous saisit quand on ose aimer malgré l'inéluctable fin. Mais que fait-on de ce constat ? Cède-t-on à l'appel du vide comme Rick, en prétendant maîtriser notre propre solitude, ou bien ose-t-on accepter l'aspect fugace du bonheur pour mieux s'en saisir, le temps qu'il nous est offert ? Le fait d'être trop lucide ne devrait pas nous condamner à la solitude ou à l'amertume. On peut très bien prendre acte de l'impermanence, sans pour autant refermer la porte au monde. On peut se dire « oui, ça finira, mais c'est justement pour ça que ça vaut la peine d'être vécu ». Alors l'angoisse, au lieu de nous pétrifier, devient une force qui intensifie chaque moment. Et ça, c'est peut-être la meilleure réponse, à la fois à la peur du bonheur et à la lucidité extrême. Faire de cette conscience aiguë, de la précarité, une invitation à ressentir plus fort, à aimer plus grand, à toujours tenter l'impossible sans s'excuser. Parce que, si tout est voué à disparaître, autant marquer l'instant de notre empreinte, la plus singulière, la plus brûlante. Rick a choisi de s'enchaîner à son cynisme, et son génie ne le sauve en rien de la vacuité qu'il entretient en lui. Mais rien ne nous oblige à marcher dans ses pas. Nous pouvons décider de vivre pleinement ce qui est voué à nous échapper, comme un cadeau précieux qu'on prendrait le temps de contempler avant qu'il ne s'évanouisse. On ne gagne rien à détruire par avance ce qui pourrait nous rendre heureux, si ce n'est le regret d'être passé à côté de notre propre humanité. Merci à tous d'avoir écouté ce premier grand long format podcast. J'espère qu'il vous aura plu. C'est sûrement le premier d'une longue série à venir. Donc abonnez-vous, activez la cloche, partagez, laissez un petit commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle réflexion.